Bonjour, je suis Sylvie Boudreau, en direct de Caraquette, Nouveau-Brunswick. Je suis artiste professionnel depuis plus de 40 ans. Je suis un ancien enseignant des arts plastiques dans les écoles au Nouveau-Brunswick. Et maintenant, je suis consultant en marketing et dans les industries créatives, mais plus à l'échelle internationale. On devait produire une stratégie de recrutement des candidats pour l'enseignement d'art en français, donc à travers les écoles au Canada. Et on devait sensibiliser le milieu artistique pour qu'ils entrevoient une option d'offrir de l'enseignement des arts, donc les artistes, par exemple, dans les écoles. On s'aperçoit que beaucoup d'enseignants actuellement ne sont pas formés pour enseigner les arts. Les méthodes d'embauche aussi sont différentes d'une région à l'autre. Pour trouver des artistes, par exemple, dans les écoles, parce que souvent, on va avoir des enseignants d'art pour enseigner dans un domaine plus spécialisé, par exemple, au secondaire. L'autre élément, c'est qu'il n'y a pas vraiment de stratégie pour recruter des enseignants d'art dans les écoles. Nos enjeux qu'on avait, c'était établir les profils des candidats. On devait élaborer un plan d'action de l'équipe 1.1. Donc, voir quelle étape est faite. Puis ça, on a travaillé là-dessus, mais on a dit en cours de route qu'il fallait changer notre plan d'action. Il fallait imaginer puis soumettre une expérience en lien avec le recrutement des candidats intéressés à la profession. Mais on s'est aperçu que, par exemple, l'information concernant l'offre ou la demande d'enseignement des arts, c'était pas si clair qu'on pensait. Essayer de savoir est-ce que les écoles ont besoin d'enseignants d'art et est-ce que il y a des enseignants d'art qui cherchent des emplois. Ça, on n'arrive pas à trouver l'information. Deuxième constat, c'est qu'il y a définitivement une pénurie des enseignants en français à travers le pays, mais pas seulement dans le domaine des arts. L'autre élément qu'on s'est aperçu, c'est si on veut recruter de futurs enseignants d'art plastique, il va falloir revoir les années de formation pour un enseignant spécialisé. Actuellement, ça prend 6 ans et ça prend 4 ans pour former un enseignant généraliste. Un dernier élément, on devait voir est-ce que les artistes pouvaient travailler dans les écoles et on s'aperçoit qu'il y a un intérêt pour les conseils scolaires et les écoles d'avoir des artistes à travailler et les artistes sont intéressés à travailler dans les écoles. Mais il n'y a pas vraiment de poste pour ces gens-là. Il n'y a pas vraiment de formation non plus pour aider les artistes à s'intégrer dans le milieu scolaire parce que tout a un aspect pédagogique que l'artiste doit connaître. Et aussi, le milieu scolaire doit connaître aussi qu'est-ce qu'un artiste peut apporter. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt, mais la mécanique pour attacher les ficelles ne sont pas établies encore. Au départ, on devait travailler sur une campagne de recrutement et on s'est aperçu qu'il y avait du travail à faire avant parce qu'il manquait énormément de connaissances. Donc, ce qu'on a établi avec d'autres équipes, on devait vérifier où les écoles étaient rendues, où le milieu scolaire était rendu. Donc, on a décidé de procéder de 2 façons. D'abord, de faire des sondages et entrevues auprès des écoles, auprès des parents, auprès du milieu scolaire et auprès des conseils scolaires pour aller chercher le maximum d'informations possibles, voir où étaient les besoins, où les gens se situaient par rapport à l'intégration des arts dans les écoles. Et ça a renforcé certaines hypothèses qu'on avait. L'autre élément, c'était on voulait faire une campagne de sensibilisation des arts dans les écoles. On voit aussi que parce que c'est une problématique, la formation, la durée de formation et le contenu de formation des futurs enseignants d'art ou des futurs enseignants généralistes qui pourraient avoir des modules ou des cours en pédagogie d'art, devenait un travail à faire aussi dans notre projet. Qu'est-ce qu'on a pu constater? C'est que les conseils scolaires, par exemple, sont déjà sensibilisés à l'intégration des arts dans les écoles. On a même été surpris de ce côté-là parce que tous mettaient une importance des ressources à ce niveau-là. On s'est aperçu que c'était l'école, par exemple, qui décidait comment ça allait être offert. Le ministère, par exemple, lui, allait donner des obligations et des heures. Le conseil scolaire allait donner des ressources, mais c'est l'école qui décide comment c'est fait. Il y a un travail à faire pour arrimer l'ensemble de ces éléments-là. C'est pas facile non plus pour les conseils scolaires de recruter et de garder des enseignants d'art dans les milieux ruraux, parce que souvent les écoles sont petites. Donc, un prof ne peut pas enseigner dans une seule école ou dans 2 écoles. À certains cas, les enseignants en art doivent enseigner d'autres matières comme le français ou bien même enseigner à temps partiel dans certains cas. L'autre élément qui était intéressant pour nous, c'est que la construction identitaire est très importante pour les conseils scolaires. Les arts, la langue, la culture deviennent des éléments importants lorsqu'on vit en milieu minoritaire. Ça, à peu près tout le monde nous l'a dit, puis on l'a vu aussi dans la littérature qu'on a vue. Plusieurs avenues sont venus à nous. Par exemple, c'est que le milieu scolaire n'a pas besoin de campagne de sensibilisation, mais une campagne de valorisation, d'engagement et de mobilisation autour de l'intégration des arts dans les écoles. Et maintenant, c'est de savoir comment le faire et tout ça. Pour avoir des enseignants spécialisés en arts, il va falloir revoir la durée de formation initiale.
6 ans, c'est beaucoup trop lent. Ils recommandent de raccourcir ou de faire comme c'était dans le passé. C'est un programme intégré, art et enseignants intégrés en 4 ans. L'intérêt des artistes de travailler dans le réseau des écoles est là, on le constate. Il faut juste trouver les bonnes mécaniques pour que ça fonctionne. Il y a un intérêt des professeurs aussi d'être accompagnés ou coachés par des artistes. Pour nous, notre équipe 1.1, de travailler en mode design thinking était l'idéal. Le fait que c'était structuré et qu'on pouvait collaborer, partager les idées, prioriser, voter sur des choses, ça nous permettait de mesurer, ajuster nos résultats, revenir en arrière. Et on se disait toujours, c'est pas grave si on va se tromper dans le travail qu'on va faire, on va apprendre des nouvelles choses. Même que lorsqu'on des fois on bloquait dans nos discussions, à un moment donné, il fallait prendre des décisions ou challenger des idées. Et le design thinking est parfait pour ça. L'utilisation technologique dans le projet, pour nous, a été très utile parce qu'on avait des gens qui étaient dans le Moyen-Orient, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et à Vancouver. On n'aurait pas pu faire ça dans le monde réel à cause des distances. Le chat a été très utilisé, le partage de documents, la collaboration commune dans les documents a été très, très utile. Ça nous permettait de travailler aussi en temps différé parce qu'on ne fonctionnait pas tous avec des mêmes horaires. Et ça fait quand même 1 an, je pense, même plus, qu'on travaille ensemble. On ne s'est jamais rencontrés, mais on a créé des amitiés. Souvent, on se mettait à 2 personnes qui travaillaient sur un élément de l'équipe. Ça, c'est très, très utile pour ça. C'est certain que le côté humain est tout le temps manquant en technologie. Quand on est en ligne, on peut de temps, 1 heure, 2 heures, on est très concentré sur la tâche, mais des fois, on se permettait d'être délinquant pour échanger des choses personnelles, de l'humour. Donc, on a trouvé une façon de créer cette amitié-là ou ces échanges-là informels, encore en utilisant la technologie. Le fait que la COVID a fermé les écoles, ça a été un problème pour nous parce qu'on voulait sonder les directions d'école et le résultat des sondages n'était pas aussi élevé qu'on voulait, mais on a compensé, par exemple, avec les conseils scolaires qui ont très bien participé. L'autre élément, par exemple, on travaille sur la campagne de valorisation. Bon, l'équipe a un peu de misère à passer à la partie concrète. On reste encore dans la partie plus abstraite de comprendre les éléments. C'est vraiment de se mettre à la tâche actuellement de bâtir le contenu, les stratégies et essayer d'intégrer tout ce qu'on a réussi à ramasser comme connaissance. Donc là, c'est un défi, mais en même temps, c'est palpitant parce qu'on a eu le résultat, par exemple, des entrevues des conseils scolaires. Là, on avait du concret. Ça confirmait des hypothèses qu'on avait. Donc ça, c'était valorisant pour l'équipe. Maintenant, on est dans une phase d'engagement et de mobilisation parce qu'on va développer une campagne, notre équipe, qui va être prête à lancer. Donc, c'est certain que si on veut voir des résultats de ce qu'on a fait, c'est que cette campagne-là soit lancée. Pour mobiliser les gens, souvent, c'est des projets mobilisateurs. Le centre d'expertise, notre équipe l'avait pensé même au départ du travail chez nous comme une solution. Avec ce qu'on a vu, le cheminement qu'on a fait, les consultations qu'on a fait, on pense que ça va être probablement la façon de mobiliser dans chacune des provinces les gens autour d'un projet commun parce que ça va établir des contacts entre les gens, des différents intervenants, que ce soit des enseignants, avec des coachs, avec des spécialistes en pédagogie, avec des gens qui développent du matériel pédagogique, un endroit où les gens peuvent s'entraider aussi et se partager des ressources communes, que ce soit des ressources, par exemple, pédagogiques libres. Donc ça, pour nous, ça va être important de développer ce centre d'expertise-là. Et préalable à ça, probablement, la campagne d'engagement, de valorisation pourrait aider à faire ce travail-là. Ça fait plus de 30 ans, peut-être 35 ans en fait, que je suis impliqué dans l'intégration des arts dans les écoles parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir de l'art dans les écoles. Il y a encore du travail à faire pour qu'on reconnaisse que l'art devient essentiel à la vie. C'est pas un luxe, c'est pas du divertissement. Et on le voit dans le cas de la COVID. Ce qui a aidé beaucoup de gens, des fois, ça a été les artistes. Je suis artiste professionnel depuis l'âge de 14-20 ans à peu près et je continue encore à faire de l'art. Et c'est mon projet de retraite aussi. Donc, pour moi, c'est très important de pouvoir le partager, de pouvoir le vivre et que dans nos écoles, ça puisse s'enseigner parce que ça va servir autant pour se connaître soi-même.
Sur une base personnelle, si je réfléchis, qu'est-ce que le projet m'a donné? Bon, évidemment, il y a le réseau des gens et cette expérience-là, puis l'équipe canadienne avec des points de vue, des réalités de province. Ça a été déjà un élément important. De pouvoir me consacrer à chaque semaine 10 heures à peu près là, à réfléchir, à discuter là-dessus aussi, ça a été énergisant. Aussi, ça m'a permis de voir qu'on peut créer des choses à distance, on peut changer des choses même si on est à distance. J'ai espoir que ça va donner une continuité dans les résultats, surtout avec un centre d'expertise. Ça donnerait une finition de tout le travail que j'ai fait dans le passé, puis j'ai eu aussi l'expérience, une belle expérience d'avoir des gens engagés et passionnés. Et ça a été la partie intéressante. On était drôles ensemble, on était intelligents ensemble, et ça, j'ai apprécié ça beaucoup dans l'équipe avec laquelle je travaillais. Et ça, pour moi, ça a été des plus dans ma vie.